Bienvenue sur le plateau de AI for Industry, l'intelligence artificielle au service de la relance des entreprises. On accueille aujourd'hui sur le plateau en direct de BFM TV Didier Bove, Group Chief Information Officer de Veolia. Bonjour Didier. Bonjour. Ainsi que Eric Haddad, directeur général de Google Cloud France. Bienvenue Eric. Bonjour Damien. Alors on est heureux de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de AI for Industry pour parler de l'intelligence artificielle et de son déploiement dans l'industrie. De la vision stratégique jusqu'au use case concret sur le terrain. Et bien évidemment, puisque les préoccupations sont aujourd'hui environnementales, on s'intéressera aussi à l'IA pour l'industrie verte. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui, on est ravis. Didier, Veolia est un acteur international, incontournable. Quand on parle d'IA et de data, quelle est votre stratégie ? Donc effectivement, l'IA et la data aujourd'hui sont fondamentaux pour tout ce qu'on veut construire. Mais finalement, c'est l'aboutissement d'un chemin qui a commencé en 2012. 2012, on a commencé à déployer une plateforme de collaboration, aujourd'hui Workplace, qui nous a permis d'échanger, de collaborer et de tirer toute la pleine puissance de la population des employés de Veolia. Et puis, dans un second temps, on a commencé à utiliser les offres SaaS et puis aussi les offres de plateforme, les offres en PaaS, puis IaaS, infrastructure. Et tout ça s'est concentré au travers de 3 programmes structurants. Le premier, c'est SATAWAD. SATAWAD, ça veut dire Secure Anytime, Anywhere, Any Device. Donc, c'est la capacité à avoir un poste de travail que l'on puisse utiliser de manière sécurisée, n'importe où, n'importe quand. Et puis, dans un deuxième temps, le Move to Cloud. C'est assez parlant. C'est le fait de fermer les data centers physiques et de basculer dans le cloud. Et puis le troisième, Data for Business. Et là, on rejoint le sujet. Et donc, c'est cette agrégation de toutes les données des milliers de sites qui existent aujourd'hui chez Veolia et qui viennent se concentrer dans un data lake. L'histoire aujourd'hui, depuis l'année dernière, c'est de construire des solutions business au-dessus de ces données et au-dessus de ces services. Et c'est ça que nous sommes en train de faire et c'est là que l'IA intervient. Et juste avant peut-être de rentrer un petit peu plus en détail sur les solutions, 2 particularités sur ces solutions-là. La première, c'est que ces solutions, c'est de l'IA, c'est du soft, c'est de l'algorithmie, sur la base de données qui sont décrites dans un langage Veolia et qui surtout mettent en avant toute l'expertise de nos employés sur le terrain. Et la deuxième particularité, c'est que aujourd'hui, l'écologie peut être perçue comme quelque chose d'assez punitif. On parle de malus, on parle de surcharge. Eh bien là, on est capable de produire des solutions qui sont gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour Veolia parce qu'on va faire de la croissance et de l'emploi. Gagnant pour nos clients parce qu'on va réduire leurs factures. Et gagnant pour l'environnement parce qu'on va réduire l'empreinte carbone de toutes ces activités. Eric, Google Cloud est un acteur global et donc finalement un partenaire naturel pour des grands groupes internationaux comme Veolia que vous pouvez accompagner dans le déploiement de l'IA et de la data. Oui, alors notre rôle dans ce partenariat, c'est d'aider des entreprises industrielles, comme Veolia en l'occurrence, de se transformer, de se réinventer, d'innover. Et généralement grâce à une bonne gestion de la donnée, grâce à une bonne gestion des données de façon sécurisée. De façon concrète, donc, qu'est-ce qu'on apporte ? On apporte une capacité à moderniser les applications. Donc, on parle de cloudification, faire en sorte qu'elles soient accessibles, agiles, donc sur différents environnements. Et en l'occurrence, ça peut être sur le cloud public, mais ça peut être aussi sur les clouds privés ou sur site, et de façon complètement transparente. Donc, on facilite cette transparence, cette hybridation, ce multi-cloud, entre guillemets, qui est nécessaire dans notre ère. C'est aussi assurer un service de haute disponibilité, sécurisé, avec un bon niveau de service, une bonne disponibilité, probablement la meilleure disponibilité, grâce à une infrastructure et un réseau privé. Là, aujourd'hui, on a 24 régions dans le monde, donc on assure vraiment, de façon très sécurisée, de façon très solide, ce niveau de disponibilité, quel que soit l'endroit où vous êtes sur la planète. C'est aussi une capacité de consulting, de déploiement, parce qu'il faut apporter des conseils en amont, et puis déployer. Donc on a nos propres activités de conseil, plutôt petites, mais plutôt percutantes, plutôt précises, et bien en amont, on fait des projets pour conseiller les entreprises sur leurs problèmes, leurs enjeux, leurs priorités, et puis travailler avec des partenaires comme Accenture, comme Atos, ou des partenaires plus spécialisés comme Artefact ou comme Devoteam, des partenaires qui peuvent apporter des réponses bien précises. Et puis enfin, c'est une plateforme
qui est de plus en plus large, une plateforme sur laquelle on apporte bien entendu les services de type infrastructure très classique, de stockage ou de gestion de données, mais aussi des services d'intelligence artificielle à différents niveaux. Donc c'est vrai que l'IA aujourd'hui, pour une entreprise partenaire, peut être accessible par différents endroits. Par un endroit plus de type data scientist, assez sophistiqué, mais aussi par un endroit plutôt accessible avec des API qui sont de type macro, qui sont relativement utilisables par des fonctions de type métier. Donc pas forcément de type IT ou data scientist. D'une façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que nous, notre positionnement, c'est d'être le partenaire des entreprises qui positionnent leur transformation très centrée sur la donnée, faire en sorte qui ont vraiment pour vocation d'avoir un projet autour de la donnée. Donc finalement, un partenaire naturel pour les acteurs globaux qui déploient des solutions à des échelles internationales. Didier, vous l'avez mentionné, la raison d'être chez Veolia place les préoccupations environnementales au cœur de vos enjeux. Est-ce que vous pourriez nous détailler, nous expliquer concrètement, avec des cas d'usage, ce que vous faites en IA for Green Industry ? Oui, bien sûr. La raison d'être de Veolia, c'est vraiment très important pour nous. C'est vraiment le guide. Ce sont des choix qui sont orientés en fonction de cette raison d'être. Et nous sommes assez fiers de dire que Veolia était la première société du CAC 40 à mettre en avant et à promouvoir sa raison d'être. Cette raison d'être, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre toutes les parties prenantes en compte dans nos activités. Ces parties prenantes, c'est la planète, les employés, les clients, l'entreprise elle-même au travers de ses actionnaires et la société. Et donc, tout ce que l'on va mettre en place nous oblige à réfléchir sur chacun de ces axes et de prendre en compte des décisions, de décider quels partenaires, quelles solutions, quels projets vont répondre le mieux à ces 5 axes. Donc, 2 exemples si vous me permettez. Le premier, l'optimisation du rendement des réseaux d'eau. C'est quelque chose aujourd'hui qui est d'actualité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un très bon réseau d'eau, opéré par des gens sérieux comme Veolia, c'est un rendement d'à peu près 95%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire je produis 100 litres d'eau, au bout des compteurs, il sort 95 litres d'eau, ce qui est déjà très très bien. Dans les plus mauvais contrats que l'on récupère parfois, on peut descendre jusqu'à 30% à peine de rendement. Donc vous imaginez toute l'énergie qui est mise en place, tous les produits chimiques qui sont utilisés pour faire de l'eau potable et qui repartent à la nature, c'est déjà pas polluant l'eau. Donc c'est déjà ça. Mais effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus accepter d'avoir autant de productions qui ne servent pas à l'utilisateur final. Et donc, on met des capteurs, on met en place des data lakes, on met en place des algorithmes, on met en place de l'IA qui vont permettre non seulement de repérer très rapidement et d'opérer rapidement les réparations sur les réseaux, mais également de commencer à faire de la projection dynamique en fonction de l'environnement, en fonction du nombre de camions qui vont passer sur la route, en fonction de la température, en fonction de la pression. Et on commence à avoir des modèles très intéressants pour aider nos clients à avoir des rendements de réseau bien plus élevés qu'à l'origine. Et puis, deuxième exemple, là aussi très intéressant parce qu'il vient même influer le business model de notre offre. Cette offre s'appelle Building Digital Solutions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est capable d'opérer aujourd'hui des buildings pour des buildings commerciaux ou des hôpitaux. On a beaucoup d'hôpitaux, par exemple en Italie, qui sont opérés grâce à cette solution et qui permettent de nous engager auprès de nos clients sur une réduction de factures. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, réduction de factures, c'est réduction d'énergie, c'est réduction de la charge environnementale. Là aussi, des capteurs, de l'expertise, des algorithmes, et on est capable de produire des solutions sur lesquelles on est capable de s'engager. Donc finalement, l'IA permet de réduire le gaspillage en eau dans les réseaux chez Veolia. C'est tout à fait ça. Donc ça contribue à la préservation de l'environnement et c'est donc des use cases qu'on veut mettre en avant, c'est important d'en parler. Cet engagement environnemental, Eric, c'est quelque chose qui résonne chez Google ? Ah oui, et depuis très longtemps. Moi, il se trouve que j'ai rejoint Google il y a 10 ans, quelques mois, 10 ans. Et il y a déjà 10 ans, je me souviens, on parlait d'optimisation en fait, de nos data centers.
d'optimisation de nos data centers avec des outils de machine learning, d'intelligence artificielle. Bien sûr. Des capteurs, des choses très comparables à ce que vient d'expliquer Didier, très comparables. Et donc, ça veut dire que déjà, dans la façon dont on utilisait l'énergie, on avait pris en compte cette optimisation, ces économies, cette agilité d'utilisation de l'énergie dans nos propres outils de production de services informatiques. Et qu'ils soient cloud ou que ce soit simplement des services de type sociaux ou le search. Et en fait, très tôt, on a proposé d'ailleurs ces bonnes pratiques à différents industriels qui ont été utilisées pour d'autres applications, pour d'autres types de cas d'usage. Donc ça, c'est un premier sujet. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a bien entendu, on a continué à travailler, on a perfectionné. Le deuxième sujet, c'est effectivement la nature des ressources. Oui. Et depuis 2007, l'ensemble des énergies que nous utilisons pour notre production cloud est CO2 neutre, et carbone neutre. Et nous avons annoncé il y a quelques jours, moins de 2 semaines, je pense, que très bientôt, a priori avant 2030, nous serions en capacité d'offrir donc des services de type cloud sans carbone. Donc carbone free, sans carbone. Oui. D'accord. Donc il ne s'agit pas d'achat d'énergie renouvelable pour compenser une énergie carbonée, mais vraiment carbone free. Donc c'est un vrai engagement. Donc un vrai engagement environnemental. Oui. Et c'est vraiment au centre de notre stratégie d'expansion d'infrastructures. Ce sujet est vraiment au centre de cette stratégie. C'est clairement une très bonne nouvelle et je pense que tout le monde voit ça d'un œil très positif, cet engagement environnemental qui est pris par Google Cloud. Alors, sur l'environnement, on est d'accord, ici, on est sur du positif et c'est extrêmement important. Quand on parle d'intelligence artificielle pour l'industrie, il y a un autre sujet qui revient, c'est le ROI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un dirigeant veut déployer de l'intelligence artificielle, la vraie question qui se pose, c'est la mesure du ROI. C'est le sujet de tout dirigeant aujourd'hui. Et d'ailleurs là-dessus, on voit que souvent, ça reste parfois un avantage concurrentiel, donc c'est pas évident de parler du ROI, surtout sur un plateau TV. Mais Didier, est-ce que chez Veolia, il y a des use cases dont on peut parler publiquement et sur lesquels vous pouvez nous donner une idée vraiment concrète et précise du ROI? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je parlais de la solution pour les buildings. Oui. Par défaut, on peut aller chercher 5 à 10%. Et on peut monter jusqu'à 15 à 20% selon les solutions qui vont être mises en place. Mais j'ai un autre exemple en tête. L'optimisation de la maintenance. L'activité de Veolia, c'est beaucoup d'usines. Oui. Une usine de dessalement, par exemple, une usine station d'épuration, un incinérateur. Et tout ça, ce sont énormément d'équipements qui sont soumis à la pression, à la température, aux conditions climatiques externes. Et donc, très rapidement, on va avoir des cycles de maintenance. La problématique qui est derrière ça, c'est les arrêts de service. Il y a ceux qui sont prévus, qui rentrent dans des clauses contractuelles planifiées, et puis il y a la problématique qu'on doit absolument éviter, c'est la rupture de chaîne. Et donc, on a mis en place un service qui permet de prendre en compte le plan de maintenance tel qu'il devrait être. Et puis ensuite, on a ajouté des informations liées au climat. Et on a ajouté des informations liées à l'historique. On a pris en compte également des éléments financiers. Qu'est-ce qui se passe si cette pompe s'arrête? Qu'est-ce qu'il se passe si je dois la changer? Combien ça me coûte la réparation, etc. Et tout ça est brassé. Et aujourd'hui, on a des cas pratiques chez nous qui ont débuté d'abord en Australie, qui sont en train d'être diffusés dans le groupe et sur lesquels, effectivement, nous voulons maintenant faire une offre externe. C'est pour ça que je me permettrai de parler de ROI, où nous allons chercher 5 à 10% de performance supplémentaire, de baisse des coûts de la partie maintenance. Cette baisse des coûts, elle peut s'exprimer également en efficacité. Ce n'est pas forcément du financier. Parce que si au lieu d'avoir une semaine d'interruption d'un interrupteur par an, je n'ai plus que 2 jours d'interruption de système, vous imaginez bien que pendant ce temps-là, c'est de l'usage supplémentaire. C'est un peu le parallèle avec les data centers d'Eric. On charge moins l'environnement quand on a un serveur qui tourne 99% du temps plutôt que quand il tourne à 10% de ses capacités. Absolument.
Donc jusqu'à 10% de réduction des coûts sur cette offre-là. Et donc, si vous en parlez d'ailleurs ici sur le plateau, c'est que pour vous, l'objectif c'est que ce soit une offre externe que vous allez faire à vos propres clients. C'est le propre de toutes les offres digitales de Veolia qui sont en préparation. Les premières offres sortent cette année et nous allons continuer. L'engagement de l'IT en support du plan Impact 2023, qui est le plan stratégique de Veolia pour devenir le leader de la transformation écologique, c'est d'apporter une dizaine de solutions d'ici cette échéance afin de soutenir le business de Veolia. Des exemples d'activités assez marquants, le recyclage des plastiques, le traitement des produits dangereux, voilà, des activités qui sont aujourd'hui au sommet de l'information. Donc clairement, l'IA a un impact significatif de plus en plus sur le cœur business de Veolia. Exactement. Donc l'IA aujourd'hui est stratégique pour les dirigeants. Bien sûr. Puisque l'IA est stratégique pour le dirigeant, Eric, parce qu'on a parlé ici d'un ROI chiffré, donc on peut parfois en parler, parfois c'est plus compliqué, parce qu'un ROI chiffré, c'est pas toujours évident de le déclarer publiquement, etc., d'en parler. Est-ce que vous, quand vous accompagnez des dirigeants dans l'industrie notamment, à déployer de l'IA, déployer du cloud, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs de ROI que vous regardez, que vous suggérez de regarder, au-delà du ROI pur chiffré C'est déjà celui du client. C'est-à-dire qu'en fait, notre marque de fabrique, c'est vraiment d'abord de s'intéresser à la priorité, à l'enjeu du client. Ou ça peut être un problème d'ailleurs, un problème à résoudre. Donc c'est ça en fait qui nous intéresse, et c'est par rapport à ça qu'on va concentrer notre énergie et qu'on va effectivement orienter nos projets. Donc si on regarde les projets sur lesquels on a établi des partenariats pendant ces derniers mois et ces dernières semaines et années, je pense à Renault, donc ce qui concerne leur supply chain, leur ligne de fabrication, en mettant la donnée au centre de cette ligne de fabrication. Donc il y a bien entendu un ROI de saving, d'économie, mais aussi d'efficacité opérationnelle, efficacité de production et d'agilité. Si on parle de Sanofi, bien entendu, il y a un ROI de rapidité d'accès concernant la recherche de médicaments. Si on parle d'Airbus, on parle de sécurité, mais on parle aussi de capacité à proposer des images de bonne qualité, images satellites. Donc il y a un ROI quelque part de qualité. Veolia, on en a parlé, pas tous avec nous, mais Veolia, on a parlé pas mal d'usages. D'une façon générale, quand on parle de ROI, c'est souvent quand même des histoires à 2 chiffres. En termes de retour, si on parle d'économie, souvent à 2 chiffres. Ça dépend bien entendu du contexte, des paramètres de l'entreprise, etc. Mais après, il y a d'autres types de ROI. Je les ai rapidement brossés, mais il y en a 2 qui me semblent émergent. Le premier, c'est l'attractivité. Pour les talents. Ouais, pour les talents, mais aussi l'attractivité de l'entreprise, le propositionnement de l'entreprise, la modernité de l'entreprise, sa réputation aussi sur le marché, mais aussi sur le marché du stock, en l'occurrence, le marché financier. C'est aussi un indicateur important. Ça peut être un ROI même économique, en se repositionnant. Mais c'est aussi la variabilité. Et on le voit en ce moment, en période de Covid, le fait d'avoir une bonne variabilité des coûts des outils, ou de l'informatique en général, par rapport à des retournements d'activité. Bon, cette fois, aujourd'hui c'est plus négatif, mais un jour, heureusement, ce sera très positif. Ce sera bien d'avoir effectivement une bonne variabilité de ses coûts. Et ça, c'est un vrai ROI quelque part. Comparé à des frais fixes d'informatique rigides qui n'évoluent pas. Un ROI qui est apporté par le cloud. Et c'est apporté, bien entendu, par le cloud. Et l'IA, par son optimisation, apporte ses ROI aussi. Mais on en a parlé juste avant. Je pense que l'environnement durable est aussi un ROI. C'est aussi un sujet. C'est un ROI pour la planète, déjà. D'accord. Et c'est un ROI pour l'entreprise, en termes de positionnement, en termes d'image dans l'entreprise. Et un ROI, heureusement, dont on parle de plus en plus. Tout à fait. Je vois que l'émission est passée rapidement, il ne nous reste plus qu'une minute ou deux, mais un sujet qu'on ne peut ne pas mentionner, la sécurité des données. C'est un sujet chez vous, chez Veolia ? Bien sûr. Et on le voit dans l'actualité, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une grande entreprise aujourd'hui qui soit attaquée, crypto-loquée, etc. Et pour moi, c'est important à double titre. D'abord pour l'interne, pour assurer le service,
car produire de l'eau potable ou réchauffer pendant l'hiver, évidemment, c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. C'est pas entendable, c'est pas dans nos gènes. Ça fait 150 ans que c'est dans nos gènes et on ne peut pas admettre ça. Et puis l'autre partie, c'est si vraiment on veut en faire des offres, on a la confiance de nos clients. Et cette confiance-là, évidemment, elle engage une forme de responsabilité. Donc en fait, on a repris toute la chaîne de développement et on parle de Secure by Design. C'est-à-dire qu'on imagine un chemin en 3 étapes. Premièrement, la sécurisation des infrastructures. Celle-ci est déléguée à nos cloud providers. Et je crois que s'il y avait un problème, ça serait déjà su sur la toile. On va dire que c'est géré, c'est très bien géré. Derrière, c'est tout ce qui est sécurisation des composants, la mise à jour des composants, le patching, etc., etc. Et ça, c'est toute la mise en place de la chaîne industrielle de développement. On parle de chaîne CI/CD, donc l'intégration continue, le déploiement continu. Et puis, le 3e étage de la fusée, cette fois-ci, c'est la sécurisation de nos propres développements, ce qu'on met, nous, en termes d'intelligence. Et là, on va s'appuyer sur des tests de surface, sur des pentests, sur de la simulation d'attaque pour essayer de sécuriser au maximum. Tout ça avec une humilité infinie, car chaque jour, on voit, c'est un combat permanent qui s'effectue entre ceux qui aimeraient bien entrer et ceux qui gardent la porte bien fermée. Mais c'est clairement un sujet pris très au sérieux, bien sûr. Et qui est extrêmement important. D'autant plus aujourd'hui. Et Eric, un petit mot peut-être en plus, puisqu'on a mentionné les infrastructures. Il y a de votre côté également, le sujet est pris extrêmement au sérieux. Très au sérieux, et puis je reprends le terme d'humilité. Il faut être très très humble par rapport au sujet. Vraiment, même si on fait tous les efforts possibles, il faut être très très humble par rapport au sujet. Donc pour nous, la sécurité, la confiance, c'est faire en sorte que nos partenaires industriels soient assurés qu'ils aient le contrôle, l'accès aux données en fait, qu'ils nous confient en termes d'opération. Ça, c'est la première chose. Faire en sorte de leur proposer tous les outils, les meilleurs outils possibles pour sécuriser ces données, que ce soit au niveau de la transaction, mais aussi au niveau du stockage de ces informations. Donc avec des chiffrements qui peuvent être faits par nous, mais qui peuvent être aussi faits par nos partenaires industriels, donc qui possèdent la clé. Et c'est d'une façon générale une écoute. Enfin, faire en sorte de toujours écouter les gouvernements, qui auront des demandes peut-être, on parle de souveraineté, on parle d'indépendance, écouter les entreprises industrielles qui demandent plus en termes de réassurance, en termes de confiance. Voilà. Donc notre posture aujourd'hui, c'est l'humilité et faire en sorte effectivement d'être à l'écoute, c'est de comprendre ce qu'il faut qu'on fasse en fait pour être vu comme un acteur industriel du cloud, de l'intelligence artificielle, de confiance pour l'économie en France. Merci beaucoup Eric. Merci à tous les deux. Donc on retiendra que l'IA dans l'industrie, c'est avant tout une IA verte, une IA qui préserve l'environnement, mais aussi une IA qui apporte du ROI pour les dirigeants, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. On parle aujourd'hui aux dirigeants d'entreprise, et l'IA, oui, apporte du ROI. L'IA est arrivée à une certaine maturité à aujourd'hui. Donc merci d'avoir été avec nous pour en parler. Nous étions en direct de BFM TV sur le plateau de AI for Industry. Merci beaucoup. Merci Damien. Merci. Merci Didier.